On parle souvent du déficit public et de la France qui, dans la trajectoire budgétaire qui est envoyée à Bruxelles, est amené à se réduire. Sauf que quand on creuse un petit peu, c'est ce qu'on a fait avec l'opinion. Bonjour Raphaël. Bonjour David. Quand on creuse, ce qui se passe, c'est quand on regarde en fait la trajectoire budgétaire au global, c'est vrai, elle va baisser, même si les ambitions ont été revues à la baisse. Oui, on a abandonné l'objectif d'équilibre des finances publiques en fin de quinquennat, tout de même. On ne va pas se prendre pour ça, mais tendanciellement, c'est vrai qu'il y a une baisse. On ne revient pas là-dessus, il y a une baisse tendancielle qui est prévue, mais ce n'est pas gagné, 1%. 1,2% de déficit en 2022. Ce n'est pas gagné non plus, c'est une prévision. C'est une prévision qui sont rarement respectées en général à 3 ans des échéances. Parce que la croissance ralentit, parce qu'il y a toujours des dépenses supplémentaires qui viennent s'ajouter aux promesses de rigueur budgétaire, comme on l'a vu avec la crise des Gilets jaunes. Là, en quelques mois, Emmanuel Macron vient de mettre près de 30 milliards d'euros sur la table, dont une écrasante majorité… Bercy parle de 17 milliards d'euros. Tout dépend. Ce qu'on compte dedans, il y a une bataille de chiffres. Disons que certains économistes, comme Jean Pisani-Ferry, qui est quand même celui qui a organisé le programme d'Emmanuel Macron, est plus sur 30 milliards parce qu'il ajoute la suppression totale de la taxe d'habitation qui est vraie. Était un peu dans les circuits, mais qui a été confirmé dans les 6 derniers mois par Emmanuel Macron. Et c'est 10 milliards de plus. C'est 7 milliards de plus parce que la taxe d'habitation sur les résidences principales, elle, sera maintenue. Donc on est plus vers 6-7 milliards d'euros. On est en tout cas sur des sommes absolument conséquentes qui, pour la grande majorité, ne sont pas financées. On a assisté à un vrai tournant keynésien là, du quinquennat. C'est un moment important. Au bout de 2 ans, François Hollande avait, lui, eu ce virage social-libéral avec l'annonce du pacte de responsabilité, 40 milliards de baisse de charges pour les entreprises. C'est ce qui a permis de relancer la croissance. Et là, c'est exactement le chemin inverse. On arrête un peu les mesures pro-business alors que les entreprises françaises n'ont pas complètement rattrapé le niveau de compétitivité nécessaire pour être attractives à l'international. On enlève les étés et on va utiliser de l'argent qu'on n'a pas, en l'occurrence, pour relancer la consommation, le pouvoir d'achat des ménages et en même temps répondre à une crise qui est là. Voilà. Ouais. Donc le pari, encore une fois, n'est pas gagné d'arriver à 1,2% de déficit public au global en 2022. Mais derrière, ce que nous dit la Cour des comptes, et c'est intéressant, c'est que l'amélioration du solde global, il faut regarder l'État, il faut regarder la Sécu, il faut regarder les collectivités locales. Et en fait, il y en a 2 qui vont beaucoup mieux. Qui vont mieux, on va dire comme ça. Effectivement, voilà. Il faut expliquer d'abord, parce que c'est quand même de la tambouille budgétaire auquel personne ne comprend pas grand-chose. Le déficit public, c'est la résultante de 3 composantes. Des finances, des collectivités locales, des territoires, des mairies, des départements, des régions, de la sécurité sociale et de l'État. On compile tout ça et ça nous donne le déficit public, les 3,1 ou 3,2% de cette année. Depuis 10 ans, il y a un effort sincère et réel qui a été fait sur les collectivités locales et la Sécu. Les collectivités, les territoires sont excédentaires depuis 2-3 ans. Elles dégagent aux alentours de 5 milliards d'euros chaque année des dépôts qu'elles mettent à Bercy. C'est de l'excédent budgétaire pour le déficit public. Donc ça rajoute du plus. La sécurité sociale devait arriver à l'équilibre cette année. Ce sera un peu plus compliqué que prévu. On devrait être, selon les dernières prévisions, à 3,7 milliards d'euros de déficit. Mais on se rapproche. Rappelez-vous qu'il y a 10 ans, on était pas loin de 15 ou 20 milliards. On a quand même fait un travail considérable. Reste l'État. Et voilà. Là, c'est là que les choses, effectivement, il n'y a pas d'amélioration du solde budgétaire, encore une fois, de l'État. Bien au contraire. Non seulement il n'y a pas d'amélioration, mais le déficit de l'État ne cesse de croître depuis 2017. Vous sortez les chiffres, ce sont les chiffres de la Cour des comptes que vous sortez aujourd'hui. Absolument. Les chiffres de la Cour des comptes, il faut les donner. 67 milliards d'euros déficit de l'État en 2017. On sera à 107 en 2019. On sera à plus de 107 milliards. Ça fait plus 40 milliards d'euros. Comment est-ce qu'on en arrive là? Dites-vous que le seul déficit de l'État cette année va être supérieur à l'ensemble du déficit public de 2011. On était en pleine crise. Au pire de la crise. C'était pas le pire. Le pire, c'était en 2009, on était à près de 140 milliards. En 2011, 2 ans après, on était encore à 106 milliards de déficit. Mais c'était, encore une fois, l'ensemble des déficits publics avec la Sécu, notamment le chômage qui pesait lourd. Comment les finances de l'État en sont arrivées là? Alors ça, c'est très intéressant. Il y a plusieurs raisons. On nous dit l'État est à l'os. D'abord, on peut quand même noter quelques bons points de la Cour des comptes sur le résultat de l'État, c'est que, 1,
l'année dernière, à 76 milliards, le déficit de l'État était quand même inférieur de 8 milliards aux premières prévisions, parce que la croissance a été meilleure et que les rentrées fiscales ont été meilleures. 2, les dépenses ont été tenues. Et ça, c'est important de le souligner. Après, le problème, c'est que l'État endosse toutes les baisses d'impôts et de cotisations sociales qui ont été annoncées depuis le début du quinquennat. Quand on supprime les charges salariales, comme on l'a fait, les cotisations salariales, j'ai été repris à plusieurs fois sur la maladie et chômage, eh bien, on l'augmente certes par la CSG, mais c'est l'État qui prend ça en charge, c'est-à-dire qui compense à la sécurité sociale le manque à gagner. Pour la taxe d'habitation, c'est exactement le même système. C'est l'État qui va compenser aux collectivités locales qui touchent, ce sont les mairies principalement qui touchent la taxe d'habitation, eh bien c'est l'État qui reverse le manque à gagner aux collectivités locales. Des recettes fiscales qui sont grevées. C'est un poids supplémentaire pour l'État et la Cour des comptes a fait le calcul. En 2018, c'est quand même pas moins de 16,5 milliards d'euros de baisse d'impôts qui ont été enregistrés en France sur les entreprises, sur les ménages. Et tout ça, évidemment, ça pèse sur l'État. Alors, quel est le message derrière de la Cour? C'est que baisser les impôts, c'est très bien, sauf qu'il faudrait à l'avenir que les baisses d'impôts futures soient compensées par des baisses de dépenses équivalentes. Soit, oui, pourquoi pas compenser, effectivement, ou mieux réparties entre les administrations. C'est-à-dire qu'en fait, et également, effectivement. C'est ce que dit la Cour ou pas là-dessus? Le premier message, c'est qu'il faut faire des économies, parce que pour l'instant, ces baisses d'impôts, elles sont financées par le déficit et donc par la dette qui ne cesse de croître. Et le deuxième message, c'est qu'effectivement, ces économies doivent être réparties sur l'ensemble de la sphère publique, c'est-à-dire pas uniquement l'État, mais aussi la Sécu, aussi les collectivités locales. Un front avec les élus, on se dit que... Et là, effectivement, ça risque d'être compliqué. Les élus ont fait quand même, les élus locaux ont fait des efforts, il faut le souligner cette année. L'État, souvenez-vous, avait signé un contrat avec les principales collectivités pour... Contrairement à François Hollande, qui avait coupé le robinet. Lui avait serré les dotations, avait réduit les dotations et ça avait très bien fonctionné. Les frais de fonctionnement, les dépenses de fonctionnement des collectivités locales avaient nettement baissé sous son mandat. Emmanuel Macron a pris une autre méthode qui est celle de la contractualisation, qui est de dire « je ne touche plus à vos dotations ». Elles resteront étales. Mais par contre, vous vous engagez, vous, collectivités locales, à ne pas dépasser une augmentation de 1,2% de vos dépenses de fonctionnement. Ça a très bien marché, tant et si bien qu'on est même plutôt sur une augmentation inférieure à 1%, c'est certain, peut-être de 0,8% pour l'année dernière. Donc les collectivités locales ont joué le jeu et pourront dire qu'elles vont apporter ces milliards d'économies sur les comptes publics dans leur ensemble. Donc je ne suis pas sûr que si, par exemple, l'État décidait à l'avenir de dire « je vous ai supprimé 20 milliards de taxes d'habitation, mais je ne vous rembourserai pas l'ensemble de ces 20 milliards car vous devez supporter une partie de l'effort », je ne suis pas sûr que cela passe très bien auprès des élus locaux. Dernier message, Raphaël, un message de la Cour des comptes. Alors, c'est un peu technique, mais il faut en parler. L'effort structurel, parce que ce qui a fait baisser le déficit, évidemment, c'est le retour de la croissance, même si ça ralentit. L'amélioration du déficit structurel, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'amélioration structurelle indépendamment de cette bonne conjoncture, de ce retour à meilleure fortune de la conjoncture. Vous savez, le déficit, c'est un ratio, finalement, c'est un ratio par rapport au PIB. C'est 3% du PIB. Donc, dès que le PIB augmente, dès que le dénominateur augmente, mécaniquement, ça vous réduit ce ratio. Pour séparer l'effet conjoncturel de l'effort qui est vraiment mené par les États pour réduire leurs dépenses dans la durée de manière pérenne, la Commission européenne demande à calculer l'ajustement structurel, effectivement, qui est le véritable effort que vous faites pour baisser vos dépenses, pour faire court. Or, que constate le Haut Conseil aux finances publiques dans son avis publié aujourd'hui sur la loi de règlement qui va arriver en Conseil des ministres? Eh bien, c'est qu'entre 2017 et 2018, si on met de côté la recapitalisation d'Areva, c'est zéro. Il n'y a pas eu d'effort structurel sur la dépense, ce qui confirme ce qu'on voit depuis le début de la mandature nouvelle, qui est que Emmanuel Macron n'est pas un rigoriste budgétaire. Très clairement, l'effort sur la dépense n'est pas là. Oui, sauf que la dépense est quand même relativement tenue en rapport à la hausse de la dépense publique et elle augmente moins vite, beaucoup moins vite que le PIB. Et donc en ratio, évidemment, ça baisse.
Elle augmente beaucoup moins vite qu'on était sur une progression annuelle d'environ 2% par an entre 2000 et 2010. Oh, c'est longtemps ça. Sous Nicolas Sarkozy, François Hollande, on a réussi à petit à diviser par 2, à 1%. Et là, on est sur une progression moyenne plus 0,8, de 0,5. les chiffres. Voilà. Et là, on est à peu près à 0,5. Donc, les dépenses sont de plus en plus contenues. On est quand même, je rappelle, le pays le plus dépensier au monde. Donc, que ces dépenses, elles ne baissent pas. Elles augmentent moins vite, simplement, est une moindre affaire. Voilà, on en est aujourd'hui. En tout cas, voilà, le déficit de l'État va continuer à se dégrader dans les prochaines années. C'est ce que nous dit aujourd'hui la Cour des comptes. Merci Raphaël. Merci David, à bientôt. Bonne journée.